Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils comptent changer demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avenir, donc le podcast immobilier de Télescope. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Kevin Savoni, donc de Revenus Locatifs. Écoutez, nous allons en apprendre plus sur Kevin, sur Revenus Locatifs, sur son parcours, son histoire, sa vision de l'avenir. Comment vas-tu, Kevin ? Écoute, ça va très bien. Merci de me recevoir dans vos super locaux. Merci. Comme tu le sais peut-être ou pas, chez Télescope, on aime bien faire un bond dans le passé et en apprendre un peu plus sur ton histoire un peu personnelle. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu d'où est-ce que tu viens, où tu grandis Voilà, dis-nous un peu plus sur toi. Ok, bah écoute, donc je m'appelle Kevin Savoni, j'ai 36 ans. En fait, j'ai grandi en banlieue parisienne, à Trappes précisément, dans les Yvelines. Donc j'y ai fait une partie de ma scolarité. Et assez rapidement, je suis allé étudier ailleurs. Après, donc voilà, j'avais pas d'appétence particulière, en tout cas au début pour l'immobilier. Dans ma famille, on n'était pas du tout des propriétaires. Personne n'était propriétaire de sa résidence principale avant que je fasse des investissements immobiliers. Moi-même, j'y connaissais rien. J'ai pas fait d'études dans l'IMO. J'ai fait des études de management. Et en fait, pour te planter rapidement le décor sur comment j'en suis arrivé là, comme tout cadre, à l'époque, je travaillais pour donc une société de services informatiques. J'étais chef de projet, je faisais des applications digitales. Je voulais effectivement faire de la défisc, payer un petit peu moins d'impôts. Et en fait, j'ai commencé à travailler dans le monde de l'immobilier. Enfin, j'ai commencé à découvrir le monde de l'immobilier au travers d'un investissement Pinel, qui est souvent décrié ces temps-ci, mais que moi j'avais trouvé plutôt adapté à ma situation. J'en ai fait un, puis j'en ai fait deux. À partir de là, je me suis rendu compte que malgré tout, même si je payais presque plus d'impôts, j'avais quand même un effort d'épargne important à faire. Je devais compenser les loyers qui n'étaient pas si élevés avec des crédits qui l'étaient, et donc ça me coûtait à peu près 500 € par mois. Et donc, je me suis dit que si je continuais dans cette voie, à collectionner ce type d'investissement, à la fin, c'est tout mon salaire qui passerait dans le remboursement de crédit pour loger autrui. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de trouver d'autres pistes qui me permettraient de faire des investissements un peu plus rentables, un peu plus lucratifs, et qui me permettraient, dans un premier temps, de compenser ces fameux 500 € d'épargne effort d'épargne que j'avais à faire chaque mois. Et c'est là, en fait, que je me suis tourné vers l'ancien. Et donc j'ai commencé à faire des investissements immobiliers dans l'ancien avec l'aide de mon réseau, en fait. Donc des marchands de biens qui m'avaient apporté des opportunités à l'époque. Et bon an, mal an, à force d'efforts, de travail, de bons deals, de moins bons deals, j'ai atteint le premier objectif qui était effectivement de compenser ce fameux effort d'épargne de 500 € par mois, mais surtout après d'essayer de remplacer mon salaire grâce au cash flow positif généré. Sachant que moi, je m'étais mis une petite difficulté supplémentaire, c'est que j'ai grandi en Île-de-France et donc j'ai fait tous mes investissements ici en Île-de-France. Oui. Voilà. Donc ce qui n'est pas si facile au vu des résultats que j'ai obtenus par la suite. Tu avais quel âge quand tu as commencé ton premier investissement ? J'ai signé mon premier compromis, c'était en 2013, donc j'avais 27 ans. À l'époque, il y a eu à peu près 2 ans de construction, donc la livraison ça a été en 2015. Mon premier locataire c'était le 2 novembre 2015, donc tu vois ça fait maintenant un peu plus de 7 ans que j'ai des biens en exploitation. Et en 7 ans j'en ai maintenant une petite quarantaine. Ok. Et puis, du coup, au niveau un peu de ton enfance, de l'environnement familial dans lequel tu as grandi, comment ça s'est passé ? Écoute, j'ai grandi dans une famille polyculturelle parce que ma mère est de l'Aisne métropolitaine, mon père est originaire de l'île de la Réunion. Donc voilà, on avait cette double culture qui nous est chère et qui nous a toujours fait voyager finalement, puisqu'on a pu aller plusieurs fois dans l'île de mon père. Mais à l'âge de 13 ans environ, mes parents se sont séparés, ils ont divorcé. Et donc après, je suis resté habiter avec ma mère. Et là, effectivement, c'était un peu plus difficile, voire très difficile financièrement. On a toujours dû bricoler avec mes frères et sœurs
pour pouvoir justement étudier dans de bonnes conditions, pouvoir se vêtir, etc. On n'a jamais eu de problème de nourriture ni de logement. Mais c'est vrai que pour les extras, etc., on avait toujours dû batailler. Moi, je vendais des suites à capuche à la récré que j'achetais à Porte de Clignancourt. Donc, tu vois, c'était un peu ça. On a toujours un peu bricolé. Et ça m'a beaucoup aidé par la suite aussi dans le monde de l'immobilier parce qu'assez rapidement, j'étais confronté à des situations que j'avais déjà vécues finalement dans ma jeunesse. Et je dis parfois que ça fait déjà 20 ou 25 ans que je fais du business. Alors, bien entendu, au début, c'était plutôt enfantin. Mais, tu vois, depuis petit, j'ai toujours mon jeu préféré, c'était le Monopoly. Je voulais toujours acheter les hôtels. Enfin, tu vois, donc finalement, après, j'ai découvert un autre jeu qui était un peu plus évolué, qui s'appelait le Cash Flow. Donc, tu vois, j'ai toujours été très gamer, geek un petit peu dans ma jeunesse. Mais en même temps, souvent, le gamer, il reste un petit peu à l'intérieur. Chez lui, dans le noir, la nuit, il joue, etc. Alors qu'en fait, pour justement gagner quelques euros pour pouvoir faire des petits extras, j'ai toujours bricolé, fait des petits tafs à côté. Donc voilà. Et donc c'était un peu ça mon enfance en banlieue parisienne. Et puis après, au travers des études, j'ai pu quitter cet environnement puisque je suis effectivement étudiant en Corée du Sud. Et ça, effectivement, ça a ouvert le champ des possibles était assez bas à l'époque et le fait d'avoir justement pris une bouffée d'oxygène et d'avoir découvert un autre pays, une autre culture, un autre continent, là ça m'a changé. Puis j'ai appris l'anglais aussi à ce moment-là, donc voilà, c'était un gros challenge effectivement dans ma vie. Oui, t'es parti en Corée du Sud. Est-ce que t'as un souvenir qui t'a marqué que tu pourras nous partager? En fait, je vais vous dire un truc tout bête, mais j'étais particulièrement ignorant parce qu'au début, quand je suis arrivé en Corée du Sud, je pensais que le président de la Corée c'était Kim Jong-il, alors qu'en fait c'était le président de la Corée du Nord. Je pensais pas que c'était un pays qui était aussi développé entre guillemets, parce qu'il était même plus développé en termes de technologie que la France. Je pensais même, je dis pas qu'ils se baladaient avec des charrettes et des bœufs, tu vois, mais que je pensais quand je suis arrivé, j'étais dans le futur, quoi. Et l'anecdote toute bête, c'est qu'à l'époque, il y a prescription maintenant, mais je téléchargeais des films, des torrents, des choses comme ça à l'époque pour voir des films ou des séries. Et je me souviens qu'on téléchargeait en kilobits seconde, 200, 300, 400 kilobits seconde, c'était cool. Et quand je suis arrivé là-bas, je me branche dans le dortoir de la fac. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu 1,2, 1,3, 1,4 mégaoctets. Le film s'est téléchargé en 10 secondes, j'ai fait waouh. J'ai même cru que c'était un faux film. Donc non, c'était le premier souvenir marquant de la Corée. Puis après voilà, c'était une super expérience personnelle, humaine. Donc j'ai perfectionné mon anglais là-bas, j'ai appris un peu de coréen et j'ai surtout gardé contact avec des gens. Ça fait 15 ans et on est encore en contact. C'était super. Des gens qui sont venus chez moi récemment. Donc la Corée c'était vraiment top. Ouais. Et du coup, tu pars en études en Corée, tu reviens en France, et comment ça se passe? Après, c'était la crise de 2008-2009, tu sais, les subprimes, etc. C'est arrivé, moi, j'étais en Corée, donc j'ai fait une année supplémentaire, j'ai fait un master de plus, donc de management stratégique à l'université d'Aix à Saint-Quentin, de là où j'étais originaire. Ce qui fait que j'ai un peu esquivé cette période difficile où j'ai beaucoup de camarades de promo qui ont pris une année de chômage à l'époque où ils ont vraiment galéré pour trouver des bons emplois. Et moi, finalement, comme j'ai rempilé, j'ai fait un stage super long chez Renault. Au final, je suis passé au travers de cette petite crise, voire cette grosse crise. Et en plus, moi, j'ai emmagasiné l'expérience parce que mon stage durait 1 an. Et donc, après, j'ai pas eu trop de difficultés à trouver un emploi. Et donc, dès que j'ai été diplômé, j'ai commencé à travailler dans une société informatique, donc de services. On appelait ça des SS2I à l'époque. Je crois que maintenant, ça s'appelle des ISN. Et donc, j'ai fait toute ma carrière de salarié, entre guillemets, dans cet univers. Et ensuite, donc en tant qu'assistant chef de projet AMOA, chef de projet digital. Et ensuite, je suis passé commercial. Ok. À la fin. Donc, pour parler un peu de toi aujourd'hui en tant que fondateur de Revenu Locatif, premièrement, pourquoi avoir choisi l'immobilier? Tout à l'heure, tu as fait une comparaison intéressante avec le Monopoly. C'est vrai qu'il y a ce côté investissement, ce côté risque. Donc, pourquoi l'immobilier? Est-ce que ça matche avec ta personnalité? En fait, je suis parti d'un constat extrêmement pragmatique au début. C'est que j'ai toujours été, même si j'ai pas autant de connaissances dans cet univers que dans l'immobilier, mais j'ai toujours été attiré par le monde de la bourse, de la finance, etc. J'ai toujours trouvé ça un monde passionnant. Et donc au début, je voulais juste acheter des actions, toucher des dividendes, c'est extrêmement passif. Tu vois, tu t'en fais quand t'es jeune, tu vois, j'avais 22, 23, 24 ans, je me disais voilà, si un jour j'ai X centaines de milliers d'euros placés, j'aurais plus besoin de travailler. C'était un peu la mode à l'époque.
Sauf qu'en fait, pour investir dans la bourse, il faut des sous. Et moi, j'en avais pas. Donc en fait, la manière, ou pas assez, pour que tu puisses vivre en tout cas de ça, et la manière la plus simple de constituer un patrimoine, en tout cas avec mon profil de l'époque, où j'avais un bon salaire et un petit peu d'épargne, c'était d'investir dans l'immobilier. Donc en France, à l'époque, tu pouvais très facilement te faire financer l'intégralité du montant de ton projet immobilier, mais aussi les travaux et les frais de notaire, les frais annexes. Donc on appelait ça le financement à 110%. Tu pouvais aussi très facilement avoir des durées d'emprunt de 25 ans. Ce qui fait que tu pouvais acheter presque, avec les prix de l'époque, n'importe quoi, et tu te retrouvais à générer des revenus passifs, à avoir du cash flow positif. Moi, je te parle que de l'Île-de-France. Après, en province, c'était aussi possible, mais je connais moins. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais faire ça, tout simplement. Je vais acheter de l'immobilier, je vais louer, et tôt ou tard, je vais pouvoir vivre, ou en tout cas avoir un complément de revenus grâce à ces investissements. Ce qui s'est passé, et ce que je n'avais pas anticipé, c'est que c'était finalement assez difficile pour moi de me loger en dehors de chez mes parents, avec mon profil de l'époque. Quand même, je gagnais bien ma vie, je n'avais pas de garant. Mon père n'avait pas un salaire extraordinaire, ma mère ne travaillait pas, et donc c'était assez difficile finalement de pouvoir trouver un logement. Et je me suis dit, tiens, il y a quand même une frange de la population de jeunes cadres finalement qui sont issus des quartiers, ou qui sont issus en tout cas issus de milieux populaires, qui n'ont pas effectivement les structures familiales qui te permettent d'avoir des garants. À l'époque, il n'y avait pas tous ces systèmes de garantie loyer impayé, de Visal, Smart Garant, etc. Et donc là, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc, effectivement, c'est de pouvoir acheter des biens en banlieue parisienne, les rénover et les mettre à disposition de personnes qui ont des bons profils, mais qui n'ont pas obligatoirement les dossiers qui font rêver, par exemple les propriétaires à Paris intramuros, et avec des super rendements, des super prix, etc. Et finalement, c'est ce que j'ai fait au début à titre personnel. Puis, j'en ai fait profiter mes proches. C'était mes premiers cobayes, finalement. Donc, ma sœur, ma petite sœur qui a fait des deals avec moi, mon frère, etc. Puis des potes. Donc, ça a été vraiment... Puis des amis, puis ça s'est un petit peu élargi. Et un jour, je me suis dit que finalement... Là, j'avais 20 apparts. Et je me suis dit, et donc j'avais déjà fait plein de deals, j'avais fait déjà bricoler plein de deals pour mes amis à but non lucratif, hein, c'était vraiment pour aussi les aider à constituer leur patrimoine. Je me suis inscrit en fait à une formation en ligne qu'on voyait sur YouTube, etc. à l'époque, en 2000, donc je te parle de 2017. Hein, et je vais à cette formation, je vais à un séminaire, on est 300 personnes. Moi, je me suis dit, bon, tiens, je voulais juste savoir si je savais, en fait. Parce que mes mentors, c'était des gens qui étaient des marchands de biens. Alors, c'était pas j'ai pas appris ça dans la rue, c'est pas ça le truc, mais c'était pas académique. Les marchands, c'est souvent des gens qui sont pas super pédagogues ou quoi. Enfin, en tout cas à l'époque, parce que là maintenant ça commence à changer. Mais en tout cas, moi, ceux qui m'ont appris à faire des bons deals, trouver des bons deals, négocier, tordre les bras des gens, suivre les travaux, mettre en location et passer à la suite. Mais tout ce qui concernait la partie fiscale, etc., ils n'étaient pas du tout calés. Et donc, je suis allé à cette formation pour apprendre ça et combler mes vides. Et finalement, je me suis rendu compte que, en fait, je savais quand même pas mal. Et que les gens qui passaient sur le podium, pour la plupart, ils n'avaient pas fait autant de deals que moi, ils n'avaient pas autant d'expérience que moi. Et je me suis dit, tiens, combien il y a de personnes qui, finalement, sont vraiment des investisseurs ici? Sur 300, il y avait peut-être que 10-15% des gens qui avaient déjà fait un investissement immobilier. Et donc, aux pauses, je vais voir les gens, je leur dis, voilà, pourquoi est-ce que vous n'avez pas investi dans l'immobilier? J'ai pas le temps, j'ai peur, j'ai pas de réseau pour les travaux, j'arrive pas à trouver une opportunité. Quelques blocages. Et moi, j'avais justement des apporteurs, donc les marchands de biens, qui m'apportaient des opportunités que je ne pouvais plus maintenant écouler, soit parce que moi, je les achetais ou par mon cadre familial ou amical. Tout le monde était déjà plein, quoi. Et donc j'avais des sociétés de travaux avec lesquelles j'avais dû travailler justement pour faire les rénovations. Je me suis dit, pourquoi pas mettre en relation un investisseur avec un marchand de biens, avec une société de travaux, et percevoir une commission de transaction comme un agent immobilier. Et donc, une semaine après ce séminaire, j'ai créé une société qui est devenue donc la première société commerciale que j'ai créée et qui est finalement une agence immobilière. J'ai une carte de transaction et de gestion locative sur cette boîte qui me permet justement d'encaisser des commissions lorsqu'il y a une transaction chez le notaire. Et j'ai fait ça en parallèle de mon travail, parce qu'à l'époque, j'étais encore salarié
dans la société informatique où j'allais tous les jeudis à Londres et toutes les 6 semaines en Inde. Et en même temps, donc je travaillais le soir, les week-ends, j'ai quand même pas mal charbonné à l'époque. Et j'avais fait une petite vingtaine de transactions par an pendant 2 ans. À partir de là, je gagnais plus d'argent avec ce side business finalement qu'avec mon activité de salarié classique. Et donc j'ai quitté mon emploi. J'ai posé ma dème, j'ai quitté mon emploi. J'avais aussi du cash flow. Je m'étais dit tiens, je vais être prof de plongée parce qu'en ce moment je m'étais tapé un délire, je voulais être prof de plongée. Ouais. Je suis allé, je crois que c'était en 2019, je suis allé en Thaïlande tout début 2019, je crois que c'était le 6 ou le 9 janvier. Aller simple. Et je me suis dit bon c'est bon, je fais mes classes. J'ai fait mes petites classes de prof de plongée, ça a duré. J'ai passé plusieurs niveaux jusqu'à être dive master. Ça m'avait pris à peu près 2-3 semaines et je suis rentré en France. Je suis rentré en France parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que je pouvais pas. C'était un super cadre et tout, mais qu'intellectuellement, j'allais stagner et que je me voyais pas rester 30 ans sur l'île. Donc, je suis rentré en France et j'ai rencontré 2 actionnaires. Enfin, deux personnes qui sont devenues des actionnaires business angel, qui ont mis un peu de sous dans la boîte. Et donc, j'ai créé ce qui est revenu locatif. Ok. Du coup, pour parler de revenus locatifs, donc, tu nous as parlé de la création d'entreprise un petit peu. C'est quoi le business model? Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, nous, ce qu'on fait chez Revenu Locatif, c'est qu'on accompagne des investisseurs pour faire des investissements immobiliers rentables en Ile-de-France. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on trouve une opportunité immobilière, on estime le montant des travaux, on les aide à obtenir le financement en le recommandant auprès de courtiers partenaires, on les accompagne ou on les représente chez le notaire. Ensuite, on fait la conception et l'aménagement intérieur. Et après, on a des sociétés de travaux qui permettent justement de suivre de faire des chantiers. Et à la fin, on trouve le locataire et on fait la gestion locative. On accompagne vraiment nos investisseurs sur l'intégralité du processus clé en main, avec aucune obligation. Ils peuvent nous solliciter pour une de ces 7 étapes. Mais habituellement, 90% du temps, les gens font tout avec nous. Et parfois, ils font la gestion locative eux-mêmes. Et donc, à titre pour te donner une échelle, on est 8 chez nous. Donc, on est une petite structure, extrêmement efficace, puisqu'on fait à peu près 80 projets par an. Et encore une fois, que en Ile-de-France. Que en Ile-de-France. Donc, comme c'est le territoire le plus difficile de France, c'est là où il y a le plus de demandes, c'est là où les prix sont les plus élevés, c'est là où les marges de négociation sont les plus difficiles, mais aussi, et c'est la zone la plus tendue. De toute façon, je pense que quand on cherche un logement en Ile-de-France, tu postes une annonce, tu as toujours 50 personnes qui répondent, peu importe où c'est, tant que c'est auprès du marché. Et donc, c'est pour ça que ça nous conforte dans notre stratégie. On a le plus grand projet d'infrastructure d'Europe des 30 prochaines années qui est en cours avec le Grand Paris, les Jeux Olympiques l'année prochaine. Donc, tu vois, tous les voies étaient ouverts pour qu'on puisse justement bien exploiter cette région. On a eu quelques petites difficultés, effectivement, parce que dans certaines régions, il y a le plafonnement des loyers, etc., qui est quand même un problème pour les investisseurs. Il faut faire attention à ça. Mais hormis ça, on est extrêmement contents, c'est très dynamique. Et du coup, revenu locatif, vous vous adressez à... C'est quoi le profil des investisseurs avec lesquels vous travaillez au quotidien ? C'est souvent des primo-investisseurs, donc qui ont entre 25 et 35 ans, on va dire, donc plutôt jeunes, qui veulent faire un investissement immobilier, mais qui n'ont pas, encore une fois, toujours le temps ou les connaissances ou l'envie en fait de le faire soi-même parce que ça prend beaucoup de temps, et donc ils se tournent vers nous. Et selon toi, donc avec ta vision des choses, comment est-ce que tu vois le marché de l'investissement aujourd'hui en France ? Alors, de l'investissement immobilier, tu veux dire ? Oui. On a eu, malgré tout, en 2022, un événement, plusieurs événements qui ont pas mal perturbé qui auraient pu pas mal perturber le marché de l'immobilier. Donc déjà, ça se remettait de la crise du Covid, mais en 2021, il y a eu, c'était une année record au niveau en termes de transactions. Après, en 2022, malgré tout, avec les événements en Ukraine, il y a eu pas mal de problèmes de logistique, l'inflation, etc., qui sont venus un petit peu perturber toute la partie chantier. Et en plus, et ça c'est doublé de la hausse des taux d'intérêt partout dans le monde, et en particulier en France. Donc, non seulement la hausse des taux d'intérêt, même si c'est pas ça le vrai problème pour l'investisseur, c'est plutôt la réduction des durées d'emprunt qui, pour le coup, nous pénalise énormément. Et donc, on s'attendait effectivement à une année noire. In fine,
j'ai vu passer les statistiques du nombre de transactions qui avaient été réalisées en 2022. C'est pas si mauvais. Et nous, chez Revenu Locatif, on n'a pas eu de problème en termes de nombre de deals signés. C'est juste qu'effectivement, il y a eu un trimestre où les banques, elles ont rien fait, donc le Q2 2022, ouais, qui fait qu'en fait tous nos dossiers qui auraient dû tomber par exemple en Q3 ou en Q4 2022 se signent là actuellement. Donc là, on signe beaucoup de trucs, on passe beaucoup chez le notaire, mais on a eu un petit décalage d'un trimestre quasiment blanc chez nous. Donc c'est pour ça que c'est super important d'être résilient. Nous, on a une structure qui est finalement assez light en termes de coûts, et donc, donc on a pu absorber cette fluctuation sans trop de dommages. Ok, et justement avec ces taux d'intérêt qui sont en train d'augmenter, est-ce que toi tu penses que finalement investir maintenant c'est le bon moment? En fait, le sujet c'est que moi je ne suis pas une bonne personne pour timer le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en bourse par exemple, tu vois, comme je ne sais pas lire l'avenir et que j'ai pas beaucoup de temps à accorder à ce sujet-là, moi je fais du DCA. Donc j'achète tous les mois la même somme sur les mêmes supports et ça lisse en fait le panier moyen des indices que j'achète par exemple. Et en fait dans l'immobilier j'en achète aussi fréquemment, donc ça fait un peu du DCA immobilier. Donc j'en achète aussi assez fréquemment. Et il y a des fois où effectivement tu crois que les prix de l'immobilier va baisser, donc tu gardes tes sous, tu n'investis pas, tu restes hors marché. Et finalement ça monte. Et là, tu te retrouves, non seulement tu n'es pas investi, les prix ont augmenté et les taux d'intérêt ont augmenté. Donc, tu vois, tu as tout perdu. Et en même temps, tu te dis, tiens, je vais acheter au plus haut, même si demain, ça se casse la figure, que les gens arrêtent de payer les loyers, etc. Qu'est-ce que je vais m'en trouver? En fait, le sujet, pour moi, c'est que je ne fais pas du trading. C'est-à-dire que je ne fais pas d'achat-revente. Tous les projets qu'on fait chez Revenu Locatif sont censés être détenus sur une période de 5, 6, 7, 8, 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, en 10 ans, tu as le temps de faire un cycle complet. Ça peut baisser, mais ça peut aussi augmenter. Donc, tu as le temps de faire un cycle complet économique. Moi, je ne suis pas un trader, donc j'ai pas trop peur de cette partie-là. Et puis surtout, on fait de la détention. Ça veut dire que, encore une fois, on achète un bien immobilier, non pas pour... moi, je ne vends jamais une plus-value à un client. Je dis jamais à un client, monsieur le client, vous allez l'acheter 100, demain vous allez le revendre 120. Non, je ne sais pas faire parce que je ne sais pas lire l'avenir. Pour autant, contrairement à vous peut-être dans le podcast, mais par contre ce que je sais faire, c'est que je sais calculer que si effectivement tu l'achètes à tel prix, tu vas le louer à tel loyer et tu vas le détenir pendant tant de temps, tu vas capitaliser, tu vas rembourser ton crédit. S'il y a du cash flow, tu vas capitaliser, tu vas faire du cash flow avec, on pourra le calculer aussi. Tu mets une garantie loyer impayé, tu te mets à l'abri des aléas du locataire. Et comme on est en Ile-de-France, le territoire le plus tendu encore une fois de France, si jamais tu loues ton appartement au bon prix, tu vas trouver un locataire. Donc en fait, ça exclut beaucoup de variables. Après, la seule variable, c'est quoi? C'est si effectivement tu l'as acheté 100 et que demain ça baisse et que tu vas le vendre à 80, tu vas perdre de l'argent. Mais si tu le détiens pendant ces 10 ans, non seulement au bout de 10 ans, tu auras remboursé plus que ton éventuelle perte, tu auras capitalisé. Et malgré tout, depuis la Seconde Guerre mondiale, en Ile-de-France, les prix ils sont, donc on ne le voit pas dans le podcast, mais les prix ils montent. Ils montent ou ils montent et voilà, sur une période de détention de 10 ans, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, et en plus, l'immobilier, c'est pas comme de l'or. C'est-à-dire que là, tu vas percevoir des loyers. C'est pas juste je l'achète à 100 et j'attends que ça se passe. Tu perçois des loyers, tu as des dépenses, il y a effectivement des charges et des revenus, tu dois payer tes intérêts, tes taxes de foncières, charges de copro, assurances diverses et variées, mais tu perçois des loyers. Et si ton loyer, il est supérieur à ton crédit et à tes charges, tu es en cash flow positif, il n'y a pas de problème. S'il ne l'est pas, et ce qui peut arriver dans des zones patrimoniales ou maintenant avec la durée d'emprunt qui se réduit, il faut que tu saches si jamais tu es capable d'encaisser effectivement sur le long terme ce fameux effort d'épargne. Et on en revient à mon constat du tout début où j'avais 500 € d'effort d'épargne. Est-ce qu'effectivement je l'accepte ou pas? Voilà. Donc tu vois,
ça sera jamais le meilleur. Aujourd'hui, et puis il y a l'adage aussi en immobilier qui dit, alors c'est une banalité, mais qui dit que le meilleur moment pour acheter, c'était il y a 10 ans ou il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Quand j'ai commencé à acheter l'immobilier, les taux d'intérêt, moi j'avais mon premier crédit, il était à 3,40, plus un mois, avec un taux variable, plus 1 moins 1 basé sur le Euribor. Donc tu vois, c'était des taux d'intérêt qui n'étaient pas terribles. Il est vrai aussi que les prix d'immobilier étaient beaucoup plus bas à l'époque, donc il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Mais c'est pas le problème du taux d'intérêt qui t'empêchait de faire de l'investissement immobilier. Maintenant, pour ces biens-là, ça fait 5, 6, 7, 8 ans que je les détiens. Je vois mon capital qui grandit et petit à petit qui me fait payer plus en plus d'IFI. Donc tu vois, et ça, si jamais j'avais dû attendre que les planètes soient alignées pour me positionner, je serais peut-être encore comme mes camarades de promo qui n'en ont rien fait et je ne dis pas que c'est mal, chacun ses choix, mais qui le regrettent un petit peu aujourd'hui. Puis on est en France, peut-être que dans 2-3 ans, les taux d'intérêt vont baisser et on sera tous là à renégocier nos taux d'intérêt. Et ça aura fait déjà 3 ans qu'on rembourse nos crédits. Et qu'in fine, tu vois, il y a peut-être aussi cette possibilité-là. On en a tous profité. D'ailleurs, ce taux à 3,40, je l'ai fait racheter à 1,60 plus tard. Donc tu vois, tout peut se négocier. Là, j'ai fait refinancer un appartement que j'avais avec un crédit sur 15 ans à l'époque, qu'une banque un peu difficile m'avait octroyé. Je l'ai fait refinancer aujourd'hui au même taux, sauf que maintenant c'est sur du 20 ans et donc j'ai plus de cash flow. Donc tu vois, tout est possible. Mais tant que tu n'es pas dedans, que tu n'as pas un pied dedans, en fait tu peux pas jouer à ce jeu. Pour revenir un peu plus sur toi, comment, vous êtes 8 du coup, donc c'est une petite équipe. Et comment vous travaillez ensemble au quotidien? Toi, quelles sont tes valeurs au travail? Comment tu manages tes équipes? En fait, on est 8, mais très tôt dans la société, on a essayé d'identifier toutes les tâches administratives, en particulier récurrentes et avec faible valeur ajoutée. On a mappé en fait l'intégralité des tâches pour toutes les fonctions de la boîte. Il n'y a pas 40 000 fonctions, donc toi c'était assez simple. Et on a tout automatisé, tout standardisé et dans une moindre mesure parfois délégué. Ce qui fait qu'en fait, même si nous sommes 8, nous arrivons au travers de dev no code, etc., à abattre le boulot de certaines sociétés où ils sont plusieurs dizaines. Donc la relative petite taille n'est pas pour moi un critère comment dirais-je, n'est pas un point faible. Au contraire, je trouve que c'est plutôt un point fort parce qu'en fait j'ai 8 bruts. J'ai 8 bruts et donc j'ai pas en face de moi, et donc ça je suis très content. J'ai que des profils extraordinaires qui sont là depuis longtemps et donc qui maintenant sont mûrs. Et donc je pense que même si on doit recruter 1 ou 2 voire 3 personnes cette année, on pourra encore continuer à croître, à être bénéficiaire. Et donc moi je suis assez libertaire en termes de manager. Je dis pas que tout le monde fait ce qu'il veut, mais on a un management par objectif, on a des objectifs à atteindre. Moi j'essaye d'être le plus donc je leur dis pas quoi faire au quotidien, chacun se débrouille, mais pour autant je les accompagne beaucoup sur la forme. C'est-à-dire que je crois beaucoup comment dirais-je, à la formation continue interne. Donc je suis plus certes je suis dirigeant, mais je suis plus aussi j'essaie plutôt d'avoir un rôle de coach pour mes équipes, pour que justement ils puissent s'épanouir et performer sur la durée chez nous. Comme ça, encore une fois, on a très peu de turnover. On n'est pas nombreux, mais on a eu peu de turnover. Et si demain on décide de sortir de l'Île-de-France, d'attaquer de nouveaux projets, etc., je pourrais m'appuyer en fait sur cette équipe qui seront eux finalement les capitaines de différentes régions ou qui pourront prendre des responsabilités. Donc tu vois, moi je suis et puis après on n'a pas vocation à faire dans un premier temps plus de 100 deals par an parce que on vit très bien avec ça. On vit très bien et comme on est tous investisseurs à côté, en fait ça nous permet aussi de pouvoir avoir des occupations en dehors de notre vie professionnelle. Et ça, encore une fois, je pense que c'est important pour l'accomplissement de chacun. Oui, il y a le travail et c'est très important de le faire extrêmement bien par respect et pour nos locataires et parce qu'on est des professionnels.
mais en même temps pouvoir s'épanouir dans des tâches divertissantes, des associations, etc. Tu vois. Donc moi, tu vois, je suis un fan de barbecue, je fais des barbecues assez souvent. Peut-être qu'un jour je ferai des championnats de barbecue, j'adore ça. Donc bref. Ah ouais. Ouais, donc chacun sa passion. Mais effectivement, voilà, je suis pas c'est un management par objectif. Sans que les personnes atteignent leurs objectifs, tout va bien. S'ils les atteignent pas, on essaie de trouver des solutions pour qu'ils les atteignent. Et souvent, c'est de la formation continue en interne. Tu parlais d'occupation, tu as parlé de barbecue, mais est-ce que tu as une autre passion que tu aimes bien faire à côté, qui te vit l'esprit peut-être, qui t'échappe un peu de Kevin Savoni, fondateur de Revenus Locatifs? En fait, j'en avais deux. Donc, une que je pratique un peu moins maintenant, mais j'aimais beaucoup, donc la plongée sous-marine. Et donc effectivement, plonger. En fait, j'avais trouvé deux activités qui me permettaient de ne pas penser au travail ou à mes locataires, mes investissements immobiliers, parce que même si je les vis très bien, c'est quand même il faut pas sous-estimer l'éventuelle pression psychologique que tu peux avoir en tant qu'investisseur quand tu as 1, 2, 3, 10 lots. Chaque mois, tu es sûr que tu vas avoir un sujet. Quand tu as 10 lots, donc 10 appartements en location, tu sais que chaque mois ou tous les 2 mois, tu auras un sujet à traiter avec tes locataires, que ce soit le très fréquent, malheureusement, dégâts des eaux qui arrive souvent malgré tout dans l'immobilier. Hein. Tout le monde a peur du ballon ou des toilettes qui bougent, mais souvent c'est l'appartement du voisin du dessus qui, lui, n'a pas été rénové qui fuit sur ta tête. Donc ça, c'est des sujets effectivement qu'il faut savoir traiter, mais quand tu es bien processé, il n'y a pas de sujet particulier. Voilà, ça, c'est juste un aléa que tu dois traiter. Et les turnovers, si jamais tu fais la gestion locative toi-même. Donc malgré tout, tu as un turnover sur les structures, sur les appartements qui fonctionnent pas, un type 2 pièces, tu as un turnover tous les 2 ans, donc ce qui fait que si tu as 10 lots, tu as 5 remises en location à faire par an, donc c'est-à-dire qu'il y en a une tous les 2 mois. Quoi. Donc tu vois ça, donc l'immobilier n'est pas, et ça il faut bien que les gens s'en rendent compte, un investissement passif. L'immobilier c'est pas passif. Même si tu donnes un gestionnaire locatif, tu dois contrôler le gestionnaire locatif. Le gestionnaire locatif peut t'appeler pour X ou Y sujet, comme le ballon des eaux qui pète, etc. Mais c'est pas passif. Mm-hmm. Donc, quand on a beaucoup, ça l'est encore moins. Et à terme, je dis pas que ça devient une activité à plein temps, mais c'est une activité que tu dois prendre en compte dans ta bande passante. Donc, je faisais beaucoup de plongée, j'adore ça, mais avec le Covid, c'était plus difficile de voyager. Donc, j'ai pas trop plongé ces dernières années. Et je faisais beaucoup de moto. Donc, j'aime beaucoup l'enduro, le trail. Donc, j'aimais beaucoup faire de la moto. Les gens ils pensent que c'est des bécanes de cross, mais c'est un peu plus gros et ça te permet de voyager. Donc, j'avais fait le Maroc, j'avais fait plein de projets, plein de voyages en France. Et tout ça en passant par les chemins. Donc de terre, de sable, les rocailles, les montagnes, éviter en fait de rouler sur le bitume. Et donc ces deux passions me permettaient effectivement pas mal de me vider la tête, soit la plongée parce que tu es dans un monde totalement différent, tu dois respirer, donc tu te focalises sur ta respiration, tu penses pas à l'extérieur. Mm-hmm. Soit en moto, si tu penses à autre chose, de toute façon tu vas tomber, donc tu as intérêt de débrancher le cerveau, parce qu'effectivement comme tu conduis debout sur la moto dans les chemins habituellement, mieux vaut être focalisé sur ce que tu fais. Mm-hmm. Donc, mais je vieillis et je commence à avoir peur de la moto. Et mais du coup, quand tu fais de la moto, t'en fais pas en Île-de-France? Si. Ok. Si. Il y a beaucoup de chemins en fait en Île-de-France, de forêts, de chemins de champs. Et puis tu sais, dès que tu as roulé 15 km en dehors de Paris, 20 km en dehors de Paris, c'est les champs. Hein. Faut pas croire que l'Île-de-France est totalement urbanisée. Hein. C'est les champs, c'est la forêt. Et tu as plein de chemins où tu peux légalement rouler. Écoute, j'ai une dernière question, donc un peu plus philosophique. Du coup, avec ton expérience, ton histoire, toi, comment est-ce que tu perçois l'avenir pour les prochaines années, que ce soit de ton histoire, de ta vie personnelle, de revenus locatifs, de l'immobilier Je pense qu'en tant qu'entrepreneur et en tant qu'investisseur, et en particulier immobilier, tu es obligatoirement quelqu'un d'optimiste. Donc je suis très optimiste, je suis toujours parfois peut-être trop optimiste, mais donc ouais, non, je suis plutôt optimiste pour l'avenir,
Pourquoi ? Parce que, encore une fois, l'immobilier, tu achètes un truc dans le présent, mais tu vas surtout en percevoir les fruits, très longtemps, enfin dans le futur. Pareil pour quand tu crées une boîte, ça marche rarement au bout de 15 jours après l'ouverture. Ça prend du temps. Il y a un espèce d'effet cumulé qui effectivement qui est d'ailleurs un de mes livres préférés, qui effectivement met du temps à se mettre en place. Et une fois que la boule de neige est créée, ça devient extraordinaire. Donc moi, je suis extrêmement optimiste pour le futur de ce point de vue-là. Et je crois malgré tout en l'humain en général, même si parfois il nous déçoit. En fait, on est toujours suffisamment intelligent ou ingénieux pour surmonter un peu tous les défis qui se présentent à nous. Et donc ouais, non, je suis plutôt optimiste. Et je suis effectivement pas partie des gens qui veulent plus avoir d'enfants parce que sinon les enfants seront condamnés, etc. Tu vois, moi, je suis plutôt optimiste pour le futur, que ce soit pour moi, que ce soit pour revenus locatifs ou pour l'humanité en général. En tout cas, moi, je suis quelqu'un de plutôt optimiste. Ouais. Ok, écoute, on va finir sur cette belle note. Merci beaucoup, Kevin, de nous avoir partagé ton histoire et d'être venu sur Avenir. Et puis, on te souhaite tout le meilleur. Merci à toi, en tout cas, Vanna, de m'avoir reçu. Et puis, je te souhaite aussi le meilleur pour la suite. Merci. C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société Télescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast